Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. La CASDEN parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci consacrée aujourd'hui à l'école et au numérique sous le titre « Repenser l'école à l'heure du numérique ». Est également partenaire de cette manifestation l'ANDEV, l'Association nationale des cadres et des directeurs d'éducation des villes et des collectivités territoriales, qui est un réseau de professionnels et d'échanges et de réflexion autour de l'action éducative locale, avec plus de 500 adhérents et 800 sympathisants, pour l'essentiel directeurs ou chefs de service agissant au sein des services éducatifs des villes, des intercos et des départements. Pour en savoir plus d'ailleurs, il y a un site qui est andev.fr. Cette question de l'école et du numérique a notamment fait l'objet de nombreuses interventions en réponse à des questions dans un débat qui intitulé hashtag prof du futur qu'on peut retrouver sur LinkedIn et Twitter. Et j'en ai cité certaines pour lancer nos échanges. S'agit-il d'un véritable changement du rapport enseignant-enseigné ou d'un outil de plus à disposition? Quelles compétences pour enseigner demain? Quel sera le rôle des professeurs dans des salles de classe numérisées? Les enseignants se consacreront-ils plus à l'accompagnement des élèves? Sont-ils suffisamment préparés? Etc., etc. Et de nombreuses autres. Mais nous avons pensé que ce sujet méritait un prisme plus large au moment où la crise sanitaire a été en la matière à la fois un révélateur et un accélérateur. Et c'est ce prisme que nous avons voulu envisager avec nos trois invités que je m'empresse de vous présenter. Martine Dugors, inspectrice de l'éducation nationale. Bonjour Martine. Bonjour. En charge de la mission numérique sur le département de l'Essonne pour le premier degré. Tu as occupé cette mission jusqu'en 2020. Tu étais également inspectrice des circonscriptions de Palaiseau puis d'Évry et depuis 2021, tu es inspectrice honoraire. Rosanne Mérienne, bonjour. Bonjour à tous. Actuellement directrice générale adjointe à Noisy-le-Sec. Tu as auparavant occupé différentes fonctions dans au service de collectivités locales avec un dénominateur commun, un engagement, l'action éducative locale. Et cet engagement, tu le prolonges comme présidente de l'ANDEV, dont j'ai dit quelques mots précédemment. Et Jean-François Cerisier, bonjour Jean-François. Bonjour. Professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Poitiers. Tu diriges l'unité de recherche Techné, dont les travaux portent sur l'appropriation des techniques numériques dans le champ de l'éducation et également sur la culture numérique et sur l'analyse des politiques publiques du numérique pour l'éducation. Au cours de cette web conférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran et nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail très prochainement dans les jours à venir. Et je vous propose que nous commencions. Dans le doc de présentation de cette webconférence, je me suis permis de t'emprunter une formule, Jean-François, qui est, je crois, de toi. Hein, la question ici posée est à la fois ce que l'école peut faire du numérique, mais aussi ce que le numérique fait aux institutions éducatives. Alors, un mois après une nouvelle rentrée scolaire, dans un contexte de crise sanitaire, quelle expérience avons-nous acquise entre ce qui avait déjà été mis en place et l'accélération qu'a provoqué cette crise sanitaire? Puis ça peut être l'occasion aussi de revenir sur les orientations et les plans successifs déjà existants. Martine Dugors. C'est vrai que depuis mars 2009, toutes sortes de défis ont surgi, hein, comme dans beaucoup de professions, pour continuer à travailler et là, en l'occurrence, à interagir à distance avec les élèves. Il y a une mobilisation très forte des enseignants, une mobilisation forte aussi des collectivités, en particulier pour du prêt d'équipement, puisque ça a été quand même un des soucis durant cette période. Chez les enseignants, il y a eu une appropriation des outils, des usages liés au numérique beaucoup plus radicalement que ne l'avaient fait justement les différents plans que nous avons vus depuis en particulier 2012, puisque c'est à partir de cette date qu'il y a eu une vraie stratégie du numérique
avec la création d'une direction pour le numérique éducatif au sein du ministère. Hein. Ça a été vraiment un changement à ce moment-là, mais ce changement a assez peu infusé, en tout cas pas suffisamment dans les pratiques au sein des classes. Et c'est vrai que ce qui s'est passé à partir de mars a été à mobiliser bien davantage les enseignants. Et ce que nous venons de vivre a pu, par bien des aspects, nous démontrer que ce qui paraissait à beaucoup comme impossible était finalement réalisable et utile. Alors, il y a eu énormément de choses, hein, le travail à distance, les classes virtuelles, la formation à distance, la création d'espaces collaboratifs. Beaucoup de choses ont été mises en place, à la fois pour garder du lien avec les élèves hors la classe et créer du lien aussi au sein des équipes et également avec les parents. Autant de pratiques qui, jusqu'à présent, avaient été jugées innovantes, parfois trop innovantes et inaccessibles. Donc, il y a eu une forte accélération des usages et bon, avec des usages voilà, sur lesquels maintenant il faut qu'on prenne le temps de réfléchir, d'évaluer. Hein, certains usages n'étaient pas forcément, enfin quand je dis les outils n'étaient pas forcément les outils conformes, parce que les enseignants ont utilisé ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, et puis aussi parce que les outils proposés par l'institution n'étaient pas à la hauteur et à la fois des besoins et techniquement n'était pas suffisamment stable et solide. Donc voilà, on est sur ce retour-là. Bon, ce qui est important, c'est que la continuité pédagogique a été assurée. Hein, le lien voilà, les enseignants ont pu continuer à travailler avec leurs élèves. Sur le terrain, les conseillers numériques ont été extrêmement sollicités durant cette période-là et ça leur a permis effectivement d'entrer en contact, de se faire connaître bien plus que par un nombre d'initiés déjà du numérique. Donc, de ce côté-là, ça a été extrêmement positif. Jean-François Strusier, même question, je dirais, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que la plupart des enjeux identifiés étaient connus de longue date, en gros, mais qui restaient en suspens, quoi, en raison d'une politique éducative qui n'avait pas encore donné toute sa place au numérique, la place qu'il devrait avoir. Et qui n'a peut-être toujours pas donné au numérique toute la place qu'il devrait avoir. Mais là, je prends le problème à son extrémité et pas à son origine. Donc oui, alors moi je pense qu'il y a des mots qui ont déjà été employés qui sont très très importants. Dans l'introduction, parler de révélateur, cette crise a été la révélatrice d'un certain nombre de difficultés. En tout cas, elle a mis en lumière un certain nombre de difficultés, mais aussi un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'initiatives qui étaient connues de ceux qui voulaient bien les observer depuis très longtemps, mais qui n'avaient pas la visibilité que le confinement a donné à tout cela. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche qui ont été initiés dès le 16 mars. Le temps de la recherche est toujours un peu long, bien sûr, mais on commence à lire dans la presse scientifique, dans les journaux scientifiques, les premiers articles qui abordent cette période-là sous différents angles, et notamment sous celui de l'utilisation du numérique, mais pas seulement. À Techné, c'est le laboratoire que je dirige et où je travaille, on a plusieurs programmes de recherche qui portent sur cette période, et en particulier un qui est intéressant, je crois, dans le cadre de ce webinaire, c'est que c'est le SGPI, l'État nous a confié l'évaluation du démonstrateur du programme Territoire numérique éducatif dans le Val d'Oise, dans l'Aisne. Et ça nous a donné, c'était une opportunité pour nous d'aller vraiment sur le terrain de façon approfondie, rencontrer les enseignants, on en a l'habitude, les élèves, on les voit souvent, et les parents, on les voit beaucoup moins souvent. Ce qui fait que pour répondre à la question, hein, si je dois répondre de façon très synthétique, et c'est le cas, je dirais que la question n'est pas que le numérique, l'expérience n'a pas concerné que le numérique.
Et la formule, effectivement, c'est une formule qui consiste à renverser un peu la question et à se demander non pas seulement ce que l'école, dans cette période, avant et puis après, a fait et fera du numérique, mais ce que le numérique a fait à l'école. Là, dans cette période, le numérique a aussi montré des questions qui sont très importantes, soulevé des problèmes qui sont très importants. Il a montré toutes ces possibilités pour maintenir ce lien pédagogique qui était nécessaire. Il a aussi mis en évidence la réorganisation des relations entre la réorganisation nécessaire, des relations entre les élèves et les enseignants, entre les élèves entre eux, entre les enseignants entre eux, et avec les parents. Donc, il a posé la question des parents. C'est sans doute un acquis de cette période. Hein. C'est repenser la place des parents et de tous les partenaires. Ça a déjà été évoqué. Hein. Là, je parle des acteurs de l'école majeurs, enfin majeurs au centre plutôt, mais évidemment, le rôle des services de l'éducation nationale, des collectivités, des associations qui gravitent autour de l'école, des entreprises EdTech qui ont souvent fait un travail considérable pour aider à résoudre les problèmes de la situation. Eh bien, ça, ce sont finalement des marqueurs de cette expérience et des points qu'il nous faudra évidemment non seulement conserver en tête, mais travailler, c'est-à-dire, pour dire là encore d'une formule pour répondre à cette première question. Moi, ce qui me semble important, ce qui me semble important de dire, c'est que il faut relativiser l'accélération dont on a parlé. Elle est vraie, mais il faut la relativiser parce qu'il faut passer d'une période où nécessité faisait loi à une autre période où il faut, comme le titre de ce webinaire l'indique, et je trouve qu'il est excellent le titre, il faut repenser l'école à l'ère du numérique et avec l'expérience que l'on a vécue. Je profite, il y a une question qui vient de nous arriver sur le fait que l'inquiétude, si je puis dire, que le fait que le métier d'enseignant soit déjà un métier qui soit très individuel et pas assez collectif au regard de la personne qui pose la question. Et est-ce que cette période de confinement et de développement du numérique n'a pas accru ce côté individuel chez les enseignants? Pas du tout, pas du tout, je pense. Hein. Enfin, c'est très diversifié, hein, 870 000 enseignants, donc évidemment, on ne peut pas trop généraliser, mais on a observé sur le terrain beaucoup de collectifs d'enseignants ou des collectifs qui d'ailleurs vont au-delà du cercle des enseignants et qui étaient des collectifs préexistants ou qui se sont construits à l'occasion du confinement pour justement permettre, faciliter le travail collaboratif, coopératif, collectif en tout cas des enseignants. C'est frappant d'ailleurs parce que le numérique permet de construire autrement les collectifs, il permet une autre territorialisation des relations. Ça, on va chercher des gens avec lesquels on a des affinités ou des projets communs ou des besoins communs et pas seulement les collègues qui nous entourent et que l'on rencontre dans la cour de l'école. C'est vrai que ces nouvelles solidarités, on les a vues aussi dans les collectivités locales, hein, d'ailleurs. Hein. Rosanne Myriam, sur cette première question, qui est à la fois l'expérience qu'on a pu acquérir pendant cette période de Covid et l'accélération éventuelle qui a été provoquée. Alors, sur la question de l'expérience qu'on a acquis, ça a été révélateur surtout dans la première partie de la crise, des situations d'inégalité qu'on pouvait identifier sur les territoires, c'est-à-dire d'inégalité à l'accès à la formation, bien sûr, mais aussi d'inégalité dans les conditions d'apprentissage qui étaient offertes aux enfants et qui avaient un impact du coup sur cet accès à l'information. Je pense notamment à la question des logements et à l'accompagnement individuel que les enfants pouvaient trouver, enfants et jeunes d'ailleurs, hein, parce que la question se pose aussi pour les collégiens et les lycéens, que ces jeunes pouvaient trouver auprès de leurs parents, auprès de leur entourage le plus proche. Et ce que cette crise a révélé en premier lieu, à notre avis, c'est vraiment quelque chose qui est déjà bien identifié, c'est le besoin d'altérité et d'interaction sociale dans les apprentissages. Ce sont des évidences, mais ça a été, on va dire, encore renforcé par la période de crise sanitaire. La relation, on va dire, à l'adulte en tant que médiateur entre l'enfant, le jeune et la connaissance à travers les encouragements, à travers le sourire, le regard posé sur l'enfant, est apparu de manière particulièrement importante durant cette période de crise, ou en tout cas a été vécue de manière assez difficile par un certain nombre d'enfants. La relation aussi avec les pairs, je pense avec les enfants du même âge, la démarche de coopération, d'expérimentation partagée, le plaisir aussi de jouer
a été un élément important, ou en tout cas un déficit important pendant cette période de crise. Alors après, effectivement, hein, vous l'avez évoqué largement, le numérique a été un outil qui a permis de maintenir le lien avec les enfants, entre l'enfant et l'enseignant, maintenir le lien également avec les familles, ou en tout cas développer des liens avec des familles, mais c'est resté relativement inégal sur toute la période de la crise. À partir de, je reviens sur ce que la question posait, est-ce qu'on est sur des métiers individuels? En tout cas, les enseignants ont eu à développer des innovations et des initiatives qui, bien que soutenues par l'institution, par l'éducation nationale, ont été quand même très individualisées et on a vu des démarches très différentes se mettre en place en fonction des écoles, des enseignants, des territoires. Donc, après cette période de tâtonnement, il y a sûrement des choses, effectivement, qu'on pourrait réinvestir au regard de ces initiatives individuelles qui se sont mises en place avec un objectif essentiel qui était le maintien du lien dans cette dynamique d'apprentissage. Donc, les enjeux peut-être qui se posent aujourd'hui à nous en tant qu'acteurs éducatifs, c'est la façon, parce qu'on voit bien qu'en fait, la question de l'outil, on a parfois une multiplication importante des écrans dans les cellules familiales, dans les environnements plus largement des enfants, et que ça ne constitue pas des espaces d'apprentissage à part entière. Donc, la question, c'est comment, effectivement, ensemble, en tant qu'acteurs éducatifs, et j'y mets aussi les parents, on arrive à accompagner les enfants et les jeunes dans une gestion, on va dire, éclairée des écrans en y mettant des garde-fous. J'y reviendrai peut-être dans un second temps. Et puis, ces éducateurs s'associent en dehors du temps de l'école, dans le temps de l'école, pour pouvoir à la fois mutualiser les outils qui sont mis à leur disposition. Alors, en règle générale, plutôt par les collectivités territoriales, hein, c'est une compétence des collectivités, villes, départements, régions, mais il y a vraiment une opportunité à ce qu'on ait une réflexion partagée pour arriver à définir quel est le meilleur outil pour justement rentrer dans cette démarche, une utilisation, on va dire, intelligente, raisonnée de l'outil numérique sur les différents temps de l'enfant, qu'on soit sur les temps d'apprentissage ou sur les temps de loisirs de l'enfant. Alors, justement, vous parliez des garde-fous, des limites, des avantages aussi. Comment est-ce qu'on peut se servir, capitaliser, si ce terme, je ne sais pas s'il est peut-être impropre, sur cet élan, quel que soit le niveau de l'élan. Là, je repose la question à Martine Dugord. Oui, alors c'est vrai que le cercle des enseignants convaincus par la plus-value du numérique s'est élargi. Et là, le levier, c'est la formation. Hein. Il y a vraiment un déficit de formation, à la fois du côté de la formation des formateurs, qui ne sont pas aujourd'hui les formateurs sur le terrain. Alors, je parle en particulier pour le premier degré, n'ont pas l'habitude forcément de mettre le numérique au cœur de leur formation. C'est-à-dire que les formations restent disciplinaires, et là, il y a vraiment une bascule à faire. C'est-à-dire qu'il faut que le numérique soit vraiment aussi au cœur de toutes les formations. Il faut que tous les formateurs aient des vraies compétences numériques et que cette plus-value du numérique, elle soit dans les formations qu'on a en maîtrise de la langue, dans les formations en mathématiques, etc. Donc là, la formation, c'est vraiment, ça va vraiment être un enjeu crucial, avec le bénéfice aussi de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que la formation, elle peut se faire à distance à partir du moment où elle est bien pensée, où il y a des vrais scénarios pédagogiques, des vrais scénarios de formation qui prennent en compte justement le fait que la formation n'est pas tout le temps présentielle. Et il faut, parce que on a vu aussi à quel point le présentiel était primordial, il faut que ces formations alternent, mais dans quelque chose d'extrêmement construit, des temps en présentiel et des temps à distance. Il y a eu un nouveau plan de déploiement de matériel là, qui a été lancé par le ministère de l'Éducation. Donc, la question du matériel se pose, et là aussi, je crois que
il y a une réflexion plus large sur le temps de l'enfant, hein, comme le disait Rosen, c'est-à-dire que le matériel qui est utilisé en classe, il n'a aucune raison qu'il ne soit pas utilisé au périscolaire. Il n'y a aucune raison dans certaines, enfin voilà, à d'autres échelles qu'il ne soit pas utilisé par d'autres personnes. C'est un matériel qui coûte cher, qu'il faut renouveler régulièrement. Donc, ça ne peut pas être que le matériel de l'école. Là aussi, il y a une ouverture qui est absolument nécessaire. Et puis, mais là, je vais peut-être mélanger un peu. Il y a l'éducation aux médias là qui est indispensable. Hein. L'éducation aux médias, on l'a vu dans cette période, mais elle est vraiment primordiale. Donner, à apprendre aux élèves à traiter l'information, à avoir ce regard critique. Alors dans nos formations, il faut que ce soit vraiment une priorité. Alors, il y a Jean-François Cerisier sur le même sujet, bien sûr, mais j'en profite, il y a plusieurs questions qui sont arrivées dès que vous avez prononcé le mot formation, mais notamment sur la formation des formateurs. Donc, quid de la formation des formateurs, notamment sur les compétences d'hybridation et la sensibilisation systématique de tous les cadres à ce sujet. C'est une partie de la question, mais je vous la transmets. Alors, j'y réponds en commençant. Alors, les mots de l'importance, donc il faut s'interroger sur ce à quoi on doit former qui, les enseignants, mais aussi les formateurs de formateurs, comme vous venez de l'exprimer, comme tu viens de l'exprimer. Donc, je pense qu'il y a un mot. Voilà, on va y arriver. Il y a une expression plutôt qui me semble importante, c'est former à l'ingénierie pédagogique ou à l'ingénierie technopédagogique. Mais je dirais plutôt à l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire ne pas dissocier les techniques numériques de l'ensemble des autres éléments et penser le métier de l'enseignant et donc le métier de ceux qui forment les enseignants à cette démarche particulière, qui est une démarche méthodique, qui repose sur des acquis scientifiques et qui s'intéresse à la façon dont un enseignant conçoit des ressources, scénarise des activités et les met en œuvre et les évalue. C'est de l'ingénierie. Et c'est de l'ingénierie pédagogique et ça n'est pas nécessairement exactement l'angle sous lequel les enseignants sont formés aujourd'hui, qu'il s'agisse de leur formation initiale dans les INSPE, qui reste quand même plutôt orienté vers des questions disciplinaires et de didactique des disciplines, ou qu'il s'agisse de leur formation continue, qui est quand même pour le moins ténue, pratiquement inexistante sur cette question d'ingénierie pédagogique. Donc ça c'est un point d'ailleurs qui a été particulièrement bien révélé pendant le premier confinement, celui qui a surpris tout le monde et qui a posé le plus de problèmes parce que c'était un confinement total. C'est bon, les objectifs n'ont pas changé, n'avaient pas changé. Il y a des contenus en termes de compétences visés pour les élèves, quel que soit l'ordre d'enseignement. Et puis, il y a la question, mais comment fait-on dans un contexte particulier, celui de la distance, pour concevoir des activités, maintenir le lien pédagogique, assurer la qualité de ces interactions qu'évoquait Rosen tout à l'heure, et qui sont parfaitement possibles à distance, peut-être pas pour tous les publics. Je pense en particulier aux plus jeunes des publics, aux publics les plus en difficulté et pour qui le face-à-face concret est très très important. Mais contrairement à ce qui est de plus en plus écrit, parce qu'il y a aussi un rejet du numérique et de la distance aujourd'hui à l'issue de cette période difficile, bien sûr que la médiation pédagogique est possible à distance. Voilà des dizaines d'années, si ce n'est plus, au moins des dizaines d'années qu'on le sait bien, que des dizaines ou des centaines de milliers de personnes ont été formées à distance, de tous les âges, sur tous les sujets, dans tous les domaines, et que ça marche très bien, à condition que soit mise en œuvre une ingénierie pédagogique adaptée. Donc là, vous voyez, c'est une réponse un peu le cri du cœur, qui n'est pas que scientifique et qui est un peu militante, fait un peu des deux, c'est-à-dire transformons la formation des enseignants, mettons au cœur de la formation, ce qui est le cœur de leur métier, c'est l'ingénierie pédagogique. Voilà. Alors, pour répondre un peu plus largement à cette question de comment capitaliser, donner une suite à cette expérience, alors d'abord dire
Ce qui me paraît important, c'est que s'agissant du numérique, la question est reposée à une échelle différente. C'est ça qui est intéressant. Donc, on est dans une sorte de fenêtre temporelle intéressante où on peut vraiment se poser la question du numérique à l'école ou plutôt de repenser l'école à l'ère du numérique. Et je suppose que cette fenêtre n'a une durée que limitée et que c'est bien aujourd'hui qu'il faut traiter ces questions et que ces questions doivent donner lieu à des décisions, à des transformations. Certaines ont été annoncées à l'issue des états généraux du numérique dans l'éducation et donc on attend bien évidemment qu'elles se traduisent très concrètement parce qu'ensuite on connaît évidemment cette logique du temps qui passe et des questions qui n'ont pas été traitées, qui ne seront plus. Donc c'est important. Moi, dans l'expérience, il me semble qu'on doit retenir quelques éléments. Il y a celui qui est important de la formation des enseignants pour une raison que je voudrais exprimer en une phrase, c'est que l'expérience acquise ne remplace pas la formation. Donc l'expérience acquise pendant le confinement a été précieuse pour mettre en mouvement les enseignants, les ouvrir à certaines pratiques, à certaines questions, mais leur expérience ne suffira pas pour leur développement professionnel et pour qu'ils puissent être efficaces et être des ingénieurs pédagogiques et technopédagogiques avertis. Si c'était le cas, si l'expérience suffisait à la formation, eh bien, nous n'aurions pas besoin de l'école. Nous n'aurions pas besoin de l'université. C'est justement fait parce que l'expérience ne suffit pas. Donc ça, c'est un point important. Un point qui me semble très, très important, j'en ai trois, c'est la question de la coéducation, en particulier dans le lien famille-école, collège, lycée, bien sûr. Donc là, on a bien vu que c'était un point qui soulevait toutes sortes de difficultés, qui en plus sont des questions qui se posent sur un terrain qu'a évoqué Rosen, qui est celui d'inégalité sociale, dont la traduction est très forte en inégalité d'apprentissage. Donc là, il y a vraiment un travail considérable à faire. On l'a vu, hein, des travaux de recherche l'ont bien documenté, hein, combien les familles se sont organisées différemment, pas seulement parce que on n'avait pas les équipements où on les avait, on avait une chambre privative pour un enfant quand il était élève ou pas, qui sont des questions essentielles, mais aussi par l'attitude et le savoir accompagner ces enfants, qui est et la façon de le faire, qui est très différente selon les milieux sociaux et qui creuse les inégalités, qui ont creusé encore plus les inégalités dans un système éducatif français dont on sait qu'il est un des pires en ce sens, au sens où il ne sait pas, par l'éducation, par l'école, finalement rétablir un peu d'équité éducative dans les apprentissages. Bon, il y a ce deuxième point, donc là il y a vraiment quelque chose à faire, et je rappelle quand même que l'école à la maison, c'est pas tout à fait nouveau, hein, parce que le travail scolaire, c'est d'école à la maison, et les inégalités étaient déjà très fortes à ce sujet, donc c'est une vraie question très très importante. Et la troisième, elle a aussi été évoquée d'une certaine façon par vous tous, c'est celle de la vision systémique ou écosystémique des questions éducatives et du numérique dans l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux acteurs de l'éducation, de nombreux partenaires de l'éducation, et cet ensemble qu'ils peuvent résoudre un certain nombre de problèmes. On l'a évoqué, Rosen disait par exemple, les services numériques, les équipements, c'est plutôt les collectivités. Et donc se pose par exemple la question des interactions et du partenariat et de la collaboration entre les services de l'État et les collectivités, mais on pourrait élargir bien sûr cette question, plutôt la répliquer. Comment travaillons-nous tous avec les entreprises, par exemple? Comment est-ce que l'État peut être un bon client auprès des entreprises? Ou bien comment est-ce que là, je vais parler depuis mon petit point de vue, et puis je reste là, comment est-ce que la recherche peut être mobilisée efficacement en relation directe et en partenariat très fort avec tous les autres acteurs, les collectivités, les associations, les services, enfin les établissements scolaires, les enseignants, les familles, etc. Ça, je pense que là aussi, le confinement nous a montré qu'il fallait accélérer un peu là, notre travail sur ces questions d'écosystèmes, d'innovation territoriaux pour l'éducation en général et le numérique pour l'éducation en particulier. Merci Jean-François. Alors, Rosen, sur ce sujet, bien sûr, je me permets de glisser une ou deux questions qui sont peut-être pas directement liées à la question de la capitalisation, en tout cas des avantages et des limites du numérique, mais il y a un certain nombre, comme ce sont des collectivités qui les posent, un certain nombre de collectivités qui ont
dit-elle, beaucoup travaillé, je lis, sur le socle numérique à l'école numérique, suite à l'expérience de la crise Covid, et qui se sont pas mal investis pour offrir de bons outils aux enseignants, travailler avec les enseignants et les familles, et dont les candidatures n'ont pas été retenues. Voilà, je le signale simplement parce qu'il y en a plusieurs qui nous font part de cette réalité. Voilà. Alors, je crois que c'est pas terminé, hein. Il y a un deuxième et troisième tour pour retenir davantage de collectivités. Mais c'est vrai que beaucoup ont candidaté et voilà, j'imagine qu'il y avait une enveloppe et comme à chaque plan numérique, on a déjà beaucoup de temps pour avoir des réponses du ministère, savoir qui est validé, qui ne l'est pas. Et là, en ce moment, il y a en plus un problème d'approvisionnement de matières premières, enfin difficile pour le matériel. Et je sais qu'il va y avoir une suite à ce premier appel. Alors, Rosanne, sur ce point-là, puis sur la question générale, puis après, on passera la parole à Jean-François Cerisier. J'ai vu un sourire que j'aimerais bien transformer en parole, donc Rosanne. Alors sur le plan de relance, enfin la partie numérique éducative du plan de relance, effectivement, ça a constitué pour les territoires une opportunité d'accompagner l'investissement des collectivités dans l'équipement numérique des écoles. Juste souligner, mais ça, la plupart de mes collègues et des enseignants le savent déjà, l'importance d'un travail partagé pour l'équipement effectivement numérique des écoles, parce qu'on a parfois des collectivités ou voire des équipements scolaires, des écoles ou des collèges qui font état soit de matériel qui n'est pas adapté à leur demande, soit de matériel investi par les collectivités qui n'est pas utilisé. Donc ça, c'est enfoncer une porte ouverte, mais malgré tout, on a encore besoin de le faire visiblement. C'est l'importance de la relation hyper partagé dans cette question de l'équipement pour être vraiment en réponse aux attendus pédagogiques des enseignants. Et je reviens pas sur ce que appuyait Martine sur l'opportunité aussi de mutualisation de ce matériel qu'on a déjà évoqué sur les temps de loisirs de l'enfant, mais également probablement dans des usages quand on parle de fracture numérique, pourquoi pas d'accès aussi à la population sur les temps qui seraient hors scolaire, hors temps de loisirs de l'enfant. Il y a sûrement des choses à mutualiser pour accompagner ou réduire ce qu'on identifie ou ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, cette question de fracture numérique. Pour revenir à la question de la capitalisation sur les avantages et les limites, peut-être dans les... je vais commencer plutôt par le volet limite ou point de vigilance en revenant sur la dimension de coéducation et notamment sur les familles. C'est-à-dire que cette période de crise sanitaire, elle a suscité encore plus d'inquiétudes au niveau des familles sur les enjeux de la réussite éducative, voire scolaire, des enfants et des jeunes. Et on a vu se multiplier durant cette période des contenus très important, diversifié, massif sur l'accompagnement ou sur des applications dites éducatives, des contenus dits éducatifs. Et ça, c'est quelque chose aussi dans lesquels les parents, les jeunes eux-mêmes sont un peu noyés. Face à une demande qui est une demande, enfin face à une offre qui est une offre à la fois institutionnelle, mais qui peut aussi être une offre commerciale. On voit foisonner tout ça sur Internet et c'est difficile parfois d'arriver à faire le tri pour les familles et pour les enfants, avec le risque aussi de se dire qu'on peut faire l'école après l'école. Et qu'on n'a pas forcément que besoin de l'école, mais qu'en fait l'outil numérique pourrait par des applications, comme je le disais, par des contenus, remplacer l'école. Donc ça nous semble en tout cas une limite et un point de vigilance partagé à avoir, avec toujours cette question de quels que soient les outils qu'on utilise, que ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire, c'est comment cet outil, il est bien un outil qui soutient en fait une démarche d'apprentissage qui est portée par un éducateur, par un adulte et qui est bien mis en interaction avec des expériences qui sont dans le monde réel et dans une société, dans un espace social dans lequel on vit des interactions. Ça, c'est un peu une première limite qui est plutôt du point de vue, on va dire, du citoyen, du parent.
La deuxième limite, mais qu'on avait déjà identifiée avant, Martine l'évoquait quand elle parlait d'éducation aux médias, c'est que on pense aujourd'hui, on pense encore que enfants et jeunes ont une forte dextérité dans la manipulation des outils. Et là, il y a un regard particulier, une attention particulière à avoir sur leur capacité à comprendre les outils qui sont mis à leur disposition. J'en reviens je reviens là à ce que je disais avant sur la question de la densité de l'offre. Il faut accompagner l'enfant et le jeune dans le choix, dans comment naviguer dans cette offre qui est extrêmement dense et dans les dérives aussi potentielles de ces outils. D'un point de vue plus… Rosane, sur ce sujet-là, il y a effectivement beaucoup de questions, enfin beaucoup de questions, un certain nombre de questions sur la fameuse illusion du concept des digital natives qui sont plus compétents que les enseignants et avec les conséquences que ça peut avoir. Sauf qu'il est bien de redonner la vérité sur les modes d'utilisation du numérique qui sont différents entre les enfants et les adultes ou les enseignants. Enfin, je pense qu'il y a une forme de dextérité dans l'utilisation de l'outil en lui-même, mais la question, c'est après la question de l'accès à l'information et du traitement de l'information. Et c'est là-dessus où tout l'enjeu reste essentiel. Il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on utilise. C'est-à-dire quand on parle de fracture numérique aujourd'hui, c'est vrai que quasiment, enfin, une très forte partie de la population est dotée d'un smartphone. Qui est différent d'une utilisation d'un outil numérique type ordinateur ou autre. Donc, il y a aussi dans nos communications des éléments à prendre en compte, mais l'utilisation d'un smartphone par les jeunes, par les familles, est une utilisation qui n'offre pas les mêmes possibilités qu'une utilisation via, enfin, je suis un peu schématique, mais un ordinateur, par exemple. Pour revenir à ce que j'évoquais, alors peut-être là, sur les avantages ou les points de force, l'outil numérique constitue quand même une capacité, on l'a vu, hein, d'adaptation aux différents publics. Donc, on revient à la question de l'individualisation aussi des apprentissages. Et on a vu effectivement que pendant la période de crise, des relations, le maintien du lien qu'on évoquait tout à l'heure, et des relations particulières pouvaient s'instaurer entre un enseignant, un enfant, un enseignant, une famille. Et là, il y a aussi, à travers les outils numériques, les applications, les contenus qui sont proposés, la possibilité d'accompagner, d'avoir une plus grande adaptation vis-à-vis de publics qui sont des publics différents. Je pense notamment aux enfants en situation de handicap, aux enfants qui ont des compétences différentes, par exemple aux enfants qui sont en situation de dyslexie ou autres. Et là, il y a sûrement aussi des choses sur lesquelles qu'on a à capitaliser. Et pour finir, dernier point, vous l'avez évoqué déjà, Jean-François et Martine, la question de la formation des acteurs éducatifs qui est nécessaire. Alors, nécessaire dans un format descendant, enfin institutionnel, comme vous l'évoquiez, mais également, je pense que on a besoin de s'appuyer aussi sur des dynamiques collectives et on voit que là où ça fonctionne, c'est malgré tout là où vous avez un enseignant, un animateur, quelqu'un qui a une appétence particulière et une dextérité, je vais reprendre ce terme-là, particulière par rapport à l'outil qui permet de soutenir les contenus qui sont proposés de manière plus théorique sur la question de l'utilisation du numérique dans les apprentissages. Je ne sais pas si je suis claire, mais il y a besoin pour moi d'une double entrée, à la fois une approche très théorique, mais aussi dans les équipes d'avoir quelqu'un qui a cette appétence et qui du coup rassure dans l'utilisation de l'outil. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer dans les différentes équipes que j'ai pu croiser. Donc, l'importance toujours de ces dynamiques collectives aussi qui se créent dans les équipes. Jean-François, je crois que tu voulais réagir, compléter. Je vais réagir par rapport à 2 ou 3 points que tu viens d'évoquer, Rosane, et puis réagir, surtout répondre à ton interpellation, Hugues, sur la raison de mon sourire. La raison de mon sourire, j'aurais pas dû sourire parce qu'en fait, c'est plutôt triste que gai. C'est les effets parfois dévastateurs de certaines, non pas les politiques publiques, mais la façon dont elles sont déployées. Ça a été mis en évidence en 2019 dans le rapport de la Cour des comptes sur le service public du numérique dans l'éducation. Alors, il se trouve que dans mon laboratoire, on avait été chargé d'une partie de l'étude pour la Cour des comptes. Donc, on a travaillé vraiment la main dans la main avec les magistrats de la Cour des comptes. C'était extrêmement intéressant. Et sur un point qui était essentiel, cette enquête de la Cour des comptes, elle montrait que
quand les politiques publiques se déploient sous la forme d'appels à projets, alors par exemple le PIA, eh bien, elles favorisent les acteurs qui ont déjà beaucoup les moyens de répondre bien aux appels à projets. Et que donc c'était parfois une accélération là aussi, mais des inégalités. Et s'agissant des deux appels à projets importants en cours, c'est-à-dire socle numérique d'un côté et territoire numérique éducatif de l'autre, en territoire numérique éducatif, les logiques sont sans doute beaucoup plus politiques pour choisir les départements qui vont en bénéficier, que tout le monde connaît depuis des mois et qui ne sont pas encore annoncés. Et pour socle numérique, moi aussi j'ai entendu dans de nombreuses réunions la grogne de certaines collectivités que je comprends parfaitement. Mais je pense que ça tient au mode qui a été choisi pour déployer ces politiques publiques. Moi, ça me semble bien évident, comme citoyen et comme chercheur, que tous les élèves doivent être égaux, c'est même pas égaux, hein, on doit avoir un traitement équitable des élèves, c'est pas l'égalité, et que lorsque ces politiques favorisent certains territoires mécaniquement, eh bien c'est au détriment de l'intérêt de certaines populations, et je trouve ça très regrettable. Voilà, c'est pour ça que je souriais. Et ce que je voulais dire en réaction, en réaction à ce que disait à l'instant Rosen, c'est bon, il y a plusieurs points, je partage complètement tes analyses et je trouve très très important tous ces points. Je veux juste revenir ou rebondir sur cette question du numérique qui permettrait d'apprendre sans l'école. Et c'est très intéressant de le dire comme ça parce que en fait, on avait dit la même chose il y a un demi-siècle au sujet de la télévision. Et ça m'a été théorisé avec un concept, une notion qui s'appelle l'école parallèle. Il y a eu beaucoup de publications à ce sujet et avec une très grande inquiétude de l'école, encore dans les années 80, donc bon, c'est vieux mais pas si vieux, où les enseignants finalement redoutaient ce que les élèves pouvaient voir à la télévision. Et en sachant bien sûr qu'on apprend beaucoup de la télévision, on apprend de la vie en général, donc de la télévision aussi, et beaucoup d'Internet. Internet, c'est une école parallèle. Donc la question, elle est intéressante parce qu'elle invite l'école, le système éducatif et tous ses rouages à s'interroger sur justement la place de ces apprentissages qui ne dépendent pas de l'école ou la façon de s'approprier ces processus et ces situations d'apprentissage. Et je pense que c'est essentiel de le faire. Donc ça, je voulais réagir sur ça. Très rapidement sur un autre point. Alors évidemment, beaucoup de travaux de recherche dans le monde entier attestent cet effet trompe-l'œil quant aux illusions des compétences dans l'utilisation du numérique des élèves. Alors juste pour préciser d'un point, évidemment que les élèves justement ont des compétences qu'ils ont développées par l'expérience. Donc ils ont les compétences numériques que l'on peut développer par l'expérience et qui sont liées à l'expérience particulière que l'on a du numérique. Ça ne fait pas des jeunes très compétents dans tous les compartiments d'utilisation du numérique. Et en particulier, parmi d'autres points, hein, ça ne fait pas des élèves qui sont compétents pour utiliser le numérique pour apprendre. Moi, je vais beaucoup insister là-dessus. L'école se doit à une forte responsabilité dans l'éducation au numérique, au sens aux médias en général, mais il porte une responsabilité très opérationnelle, je dirais, d'apporter des compétences numériques dont les élèves ont besoin pour utiliser le numérique pour apprendre. Parce que là encore, on l'a vu pendant le confinement, les élèves, les jeunes dont les familles ont pu les accompagner sur le plan numérique simplement, pas les apprentissages, mais numérique, eh bien, ils s'en sont beaucoup mieux sortis que ceux qui n'avaient d'expérience, même si elle était très intensive, que de Fortnite, TikTok et autres, pour lesquels ils sont super compétents. Mais quand il s'agissait, j'ai pris cet exemple à de nombreuses reprises, qu'on l'a observé à de nombreuses reprises sur le terrain, quand il s'agissait par exemple d'envoyer le résultat d'une activité d'apprentissage à son enseignant, eh bien beaucoup d'élèves ne savaient pas comment faire. On a observé beaucoup d'élèves réduits à utiliser leur smartphone pour photographier leur écran et envoyer la photo de l'écran à l'enseignant. Quand il aurait fallu envoyer un fichier, mais ils n'avaient pas appris à le faire. Merci pour ces précisions qui sont la réalité. Et alors, je propose qu'on rentre dans la dernière partie et je vais essayer de la mélanger avec les nombreuses questions qui nous arrivent. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes, donc le temps va très vite, comme je vous l'avais dit. Donc l'idée, c'était, j'avais repris une expression qui était dans
dans un des rapports de l'ANDEF d'ailleurs, parce que je l'aimais bien, entre angélisme, paranoïa ou diabolisation. Je trouve que la formule est assez juste. Comment se projeter dans quelques années, les bonnes voies à emprunter, etc. Et c'est vrai que c'est sous forme de questions. Alors, désolé pour les internautes, je vais devoir les résumer un petit peu, mais cette question de demain est posée de différentes manières. Certains évoquent un partenariat entre Thales et Google Cloud pour développer un cloud de confiance où la France pourra enfin faire entrer les pratiques de l'école. Donc, il y a ce sujet-là. Il y a également le sujet de toutes les écoles de services publics qui cherchent également à s'adapter au numérique pour déployer leur formation et qui était effectivement un bon moyen. Il y a beaucoup de remarques aussi sur la manière d'utiliser le numérique à l'avenir dans les plus petites classes, dans les classes maternelles, sur pédagogie basée sur apprendre la manipulation des objets. Hein. Est-ce que la solution est là? Tablettes, téléphones et autres écrans qui sont présents dans les familles, comment s'en servir. Il y a évidemment la question, parce qu'elle est primordiale, je dirais, de l'apprentissage de la citoyenneté numérique, l'éducation à la citoyenneté numérique, mais on l'a déjà évoqué. Voilà. Donc, désolé de résumer toutes ces questions, mais en fait, elles sont des illustrations de la question centrale qu'on se posait sur la bonne voie à emprunter, les évolutions qui se dessinent. Martine. Alors bon, déjà, finalement, ça nous a rassurés. On voit bien qu'on ne peut pas se passer des enseignants. Hein. C'est une crainte quand tu parlais Hugues, de paranoïa, etc. On l'a vu, la présence est absolument essentielle. Et puis la conception aussi. Je précise, Martine, que dans les 65% des métiers qu'aujourd'hui n'existent pas et que nos enfants sont en train d'apprendre et tous ceux qui vont disparaître, le métier d'enseignant n'en fait pas partie, effectivement, dans les études du forum de Néanmoins, on a beaucoup de mal à recruter, en particulier sur mon académie Versailles. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, je disais que on parlait aussi des plus jeunes. Hein. La conception par les enseignants de scénarios, de situations d'apprentissage avec une manipulation concrète d'objets se sont montrés aussi indispensables pendant cette période. Donc ça, c'est vraiment un incontournable. Ce qui se décide, ou en tout cas ce qui demeure, on l'a vu aussi, c'est le travail en réseau. Et on parlait tout à l'heure de l'isolement des enseignants. Et je pense qu'au contraire, cette période, et Jean-François l'a souligné, a mis en avant la force des réseaux, que ce soit des réseaux entre enseignants complètement en dehors de l'institution, et ça, c'est absolument nécessaire. Et je trouve que le numérique met quelque chose de plus horizontal, en tout cas dans l'institution. Alors, bon, ça, c'est quelque chose que certains de mes collègues ont du mal à accepter, mais c'est une vraie réalité. Et c'est la réalité aussi de l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, aujourd'hui, elle passe par le numérique. C'est pas un enseignant qui n'utiliserait pas le numérique dans sa classe peut aborder des compétences essentielles par d'autres biais, mais en tout cas, ce qu'on constate, même si ça fait référence à des pédagogies institutionnelles du type Freinet, etc., c'est une adaptation, mais tout ce qu'on a sur vraiment les enseignants, l'innovation pédagogique aujourd'hui, c'est vraiment une innovation qui passe par le numérique. Tout ce qui est classe inversée, ludification, etc., avec un appui sur une réflexion pédagogique intense, et on voit tous les travaux de recherche qui sont extrêmement importants sur ce sujet. Que dire de plus dans ce qui se profile aussi, eh bien, c'est l'apport des neurosciences avec des outils qui travaillent différemment, tout ce qui est mémorisation, l'attention, la perception, etc. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a qui rentre davantage dans les classes.
La question s'est posée aussi de l'offre qui est pléthorique et là, je pense qu'il y a des acteurs quand même sur le terrain qui sont ce qu'on appelle sous un terme barbare un peu d'IRON, c'est-à-dire les enseignants référents aux usages du numérique sont présents dans tous les départements pour accompagner les enseignants. Et ça, c'est un personnel qui est en sous-effectif. Hein. Et là aussi, c'est un accompagnement de terrain, de proximité. Et si on veut que le numérique se déploie et oui, que les enseignants soient davantage sécurisés, il faut aussi que cette profession soit à la fois mieux reconnue et qu'elle soit en nombre plus important. Pardon. Je vais essayer de répartir la parole parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non pour vous la couper, mais de la répartir entre vous trois pour avoir les éléments de réponse des trois. Je suis désolé de faire comme ça, c'est le triste rôle d'animateur. Jean-François. Alors, je vais répondre très rapidement et comme la question m'y invite, la formulation hein, entre réalisme, angélisme, paranoïa ou diabolisation, ça me rappelle évidemment le thème du congrès de l'ANDEV de Marseille où je participais à la clôture. Donc, je vais faire, je pense, la même réponse de mémoire que celle que j'ai faite pour inviter à une vision responsable, je dirais, du numérique dans l'éducation. C'est-à-dire que le numérique a toute sa place à l'école et dans l'éducation, à l'école et au-delà de l'école, toute sa place, mais rien que sa place, et c'est le rien que sa place qui me semble important, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser, on doit l'utiliser pour améliorer l'efficacité des dispositifs et activités d'apprentissage. On doit évidemment, on l'a dit, éduquer au numérique, apprendre le numérique pour les élèves et pour tout le monde, mais en essayant de respecter un principe de responsabilité avec 4 dimensions particulières. La première, c'est celle de l'utilité pédagogique et didactique, c'est-à-dire n'utiliser le numérique que lorsqu'il présente une, entre guillemets, plus-value pédagogique et didactique, c'est-à-dire quand on apprend mieux avec que sans. Et bon, ça n'est pas si simple. Et là, les travaux, effectivement, de neurosciences, notamment, peuvent aider parfois, enfin, en tout cas, les travaux scientifiques et aussi tous les autres travaux professionnels, aider à raisonner ces choix-là. La deuxième catégorie de contraintes, c'est une contrainte d'ordre économique. Et là, évidemment, les collectivités, notamment, ont des budgets faramineux pour équiper les élèves. Et je ne suis pas sûr, par exemple, que l'équipement systématique, récurrent, régulier de tous les élèves, c'est-à-dire chaque élève, par exemple, d'une tablette ou d'un ordinateur portable, je ne suis pas du tout sûr que ça soit la meilleure idée. Ben ça l'est peut-être. Hein. Le troisième, il y a 4 catégories. La troisième, c'est éthique. Hein. On n'a pas du tout évoqué cette question, je ne vais pas approfondir. Hein. Mais le numérique, et en particulier les techniques qui se développent aujourd'hui hein, de personnalisation des apprentissages, pose des questions sur justement l'usage qui est fait des données personnelles d'apprentissage avec des problématiques éthiques. Les problématiques, c'est aussi celles qu'on a déjà évoquées hein, d'inégalité ou d'iniquité, hein, qui sont de véritables problèmes éthiques et politiques. Et puis enfin, et je termine là-dessus, ça me semble très important, c'est se poser une question qu'on n'a pas du tout abordée, c'est la question environnementale. C'est-à-dire l'usage massif du numérique hein, à l'échelle de 12 millions d'élèves, 1 million de personnels dans l'éducation nationale, le coût environnemental n'est pas négligeable. Et donc, il doit aussi, avec les 3 autres contraintes, faire l'objet, je crois, d'une réflexion de chacun sur l'utilité et que chacun exerce sa responsabilité pour savoir s'il doit utiliser ou pas, prescrire ou non l'utilisation des techniques numériques. Rosanne, sur ces sujets, puis après on prendra les 2 dernières, peut-être encore 2 questions. Ça marche, merci. Alors, en 3 points rapidement pour laisser la place aux questions. Donc, pas de diabolisation, bien entendu, du numérique, mais l'enjeu d'une éducation qui soit progressive et adaptée au public et à la tranche d'âge. On évoquait tout à l'heure la question des maternelles ou de la petite enfance. Il y a nécessairement la place du numérique est nécessairement différente en fonction de la tranche d'âge en lien avec les besoins spécifiques de la tranche d'âge. C'est clair qu'en maternelle, on est sur la question des interactions sociales, du lien à l'autre,
Et évidemment, le numérique ne peut pas y avoir la même place qu'au lycée, par exemple, où l'autonomie du jeune, la question des interactions sociales sont déjà des choses qu'il a engagées très fortement. Je reviens là-dessus sur les balises. Alors, c'est sûrement discutable, hein, mais les balises de Serge Ciceron, en tout cas, qui posent effectivement par des petites phrases le 3, 6, 9, 12 ans et qui posent voilà, quelques balises, comme leur nom l'indique, sur numérique et développement de l'enfant. Le deuxième volet, c'est la place de l'éducateur, qu'il soit parent, enfant, qu'il soit parent, enseignant, pardon, animateur, mais pourquoi pas enfant? Les enfants s'éduquent nécessairement entre eux. C'est la question du rôle de l'éducateur dans la régulation de l'usage du numérique, avec différents rôles, ou en tout cas des rôles qui sont de faire comprendre, de comprendre comment le web et les applications, le numérique fonctionnent, vérifier, accompagner aussi sur la masse de l'information. On parlait d'une information d'outils pléthoriques, c'est ce que tu disais Martine, c'est comment on comprend d'où vient l'information, qui parle, d'où il parle, et ça c'est aussi important dans notre action d'acteurs éducatifs, la question du développement de l'esprit critique et de la compréhension de là où l'information naît, et l'opportunité aussi malgré tout de construire ensemble, même si effectivement les enfants et les jeunes développent des compétences, on va dire plutôt, Jean-François l'évoquait, pas forcément sur la question du numérique pour apprendre, mais malgré tout il y a sûrement à confronter quelque chose entre valoriser ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont acquis comme expérience, et puis le mettre en lien avec ce qu'on peut construire avec eux pour qu'ils deviennent acteurs de leur apprentissage et acteurs aussi de l'utilisation du numérique. Et ça me semble important. Sur le troisième point, je reviendrai sur la dimension éthique qu'évoquait Jean-François. C'est que cet outil, nécessairement, il vient se confronter, ou il doit se confronter à des valeurs partagées, des savoirs, des valeurs de citoyenneté. On le voit bien sur la question de l'utilisation des réseaux sociaux qui peuvent être faits par les enfants. Je dis les enfants volontairement parce que ça commence de plus en plus, c'est nécessairement de plus en plus précoce, mais les jeunes également. Donc la question des interactions sociales, là encore, du respect de l'autre, du respect de soi. Et c'est des choses sur lesquelles, en tant qu'acteur éducatif, on a aussi un rôle. Et puis, je viendrai, pour conclure rapidement, sur la question, effectivement, des enjeux environnementaux qui sont aussi percutés par l'utilisation du numérique, les enjeux écologiques. Et ce qui me permet de faire un lien, je fais un peu de pub, avec le prochain congrès de l'ANDEF qui porte justement sur ces questions de l'éducation et développement durable, c'est-à-dire après le numérique, on bascule sur le développement durable avec la question de la transition à engager sur les territoires. Mais en tout cas, pour revenir à notre sujet, cette dimension éthique dans le respect des relations et le respect de l'autre, mais également la dimension environnementale, pour moi, elle irrigue aussi les débats qu'on doit avoir autour de la place du numérique dans l'éducation. Congrès qui a lieu où et quand? Il n'y a plus de micro. Rosen, on vous a oui, pas entendu. Excusez-moi, j'ai oublié la fameuse blague du micro. Donc, c'est les 20, 21 et 22 octobre. Donc, c'est dans 15 jours. C'est à Metz. Voilà. Et ce sera le congrès qui fait suite à celui de Marseille, parce que nous avons été un peu bloqués également par la crise. Alors, je vais juste résumer quelques questions auxquelles, de mon point de vue, vous avez déjà répondu, mais simplement par respect pour les internautes. Il y a eu beaucoup de remarques sur le fait de privilégier la définition des besoins dans le cadre du processus d'ingénierie pédagogique à distance et de fait d'étayer et former à l'ingénierie pédagogique, mais c'est des propos que vous avez, des choses que vous avez évoquées, repenser les architectures et les modalités de pédagogie différenciées. Donc beaucoup de remarques et de souhaits et d'attentes de ce côté-là. Et puis peut-être une question qui pourrait être la dernière sur les effets. On connaît les effets indésirables produits par les appels à projets, politique du guichet, équipement inadapté, etc., etc. Quelle pourrait être, selon vous, à vous trois, donc c'est une question à vous trois, la forme d'une politique publique d'équipement plus efficace au service des élèves? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je donne juste un élément, puisque j'ai évoqué cette question tout à l'heure. Alors déjà, éviter comment dire, cette espèce de paradigme de l'excellence qui est exactement celui des appels à projets.
et de veiller à ce que ceux qui savent moins demander, moins argumenter ou qui ne sont pas tout à fait prêts pour le faire soient quand même, entre guillemets, servis et soient accompagnés pour progresser. Et le deuxième point, et j'en reste là, c'est donner la parole au terrain. Ça a déjà été dit, hein, donner la parole au terrain. Le terrain, ça va des familles aux enseignants, aux parents, enfin, et à tous les niveaux, mais construire les projets avec ceux qui vont les vivre. Martine, sur ce Oui, non, là-dessus, j'ai rien à rajouter. Jean-François a tout à fait raison. Quand il y a une vraie concertation, quand le matériel est choisi entre la collectivité et les enseignants, ben voilà, ça répond à un besoin et ça fonctionne. Quand le matériel est parachuté dans les classes sans que les enseignants n'en aient eu ne le réclament, ben on fait classe. Enfin, ça a été les communes qui se sont lancées dans du tableau blanc interactif dans les années 2010 et les enseignants faisaient classe en tournant le dos au tableau. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce travail en partenariat très, très étroit. Rosanne, un mot sur ce sujet avant qu'on conclue, éventuellement. Non, rien à ajouter de ce que disaient Martine et Jean-François, de la question de la coéducation, du travail en commun, du partage, nécessairement, qui est la clé pour le numérique et pour à peu près tout le reste également de ce qu'on a à conduire ensemble. Alors, c'est vrai qu'on a en conclusion, je dirais qu'on a souvent le sentiment, en tout cas, on entend souvent que les débats sur l'école sont un peu surplombants, enfin, les débats qu'on a dans les médias, etc. Et c'est vrai qu'un peu trop loin des réalités quotidiennes et de celles et ceux qui sont sur le terrain, mais j'avoue qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est grâce à vous trois. Donc, vraiment un grand merci à vous trois pour votre disponibilité, la générosité de vos propos. Merci également, bien entendu, à la CASDEN qui nous a permis de réaliser cette émission. Et puis, il y a encore quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Je vous rappelle que VK a une ligne expert à laquelle vous pouvez poser des questions. C'est vrai que ce sont des questions un peu plus juridiques, mais en tout cas, les personnes sont là à votre disposition. Et voilà, il va falloir nous quitter. Et je vous remercie beaucoup pour cette heure passée ensemble. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.